Voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouvel événement Grands Espaces, pour ce nouveau webinaire. Ce soir, la thématique que nous allons aborder est le Groenland, avec sa nature et ses cultures. Et aujourd'hui, nous avons deux personnes qui connaissent particulièrement bien cette région. La plupart d'entre vous connaissent déjà Christian Kempf, qui est le fondateur de Grands Espaces. Il explore ces régions depuis une cinquantaine d'années, pour des raisons scientifiques d'abord, parce qu'il a organisé et mené des expéditions scientifiques, puis pour le tourisme en fondant Grands Espaces en 98. Et il a été récompensé à de multiples reprises justement pour ses expéditions polaires scientifiques, et il est aussi l'auteur d'ouvrages qui font autorité sur le sujet. Ce soir aussi avec nous, on a la présence et la participation exceptionnelle de Christiane Drieux, qui est une passionnée du Grand Nord quasiment depuis toujours. Et après avoir parcouru le monde, gravi les sommets, elle découvre le Groenland et l'extrême nord au-delà de 78 degrés, et qui est le territoire des Inuits, dont on va notamment parler ce soir. Elle démarre un travail académique jusqu'à soutenir une thèse à la Sorbonne consacrée aux Inuits, qu'elle va soutenir en 2019, si ma mémoire est bonne, et consacrée donc aux Inuits, chasseurs de narval. Donc voici vos deux intervenants aujourd'hui pour parler du Groenland. C'est un vaste sujet. Et on va donc démarrer cette présentation. Sur la droite de votre écran, vous trouvez un petit espace chat où vous pourrez poser vos questions. Nous y répondrons plutôt à la fin. Alors, j'essaierai d'y répondre en temps réel en fonction des thématiques abordées. Mais après, on gardera un temps de toute façon à la fin de cette webconférence pour y répondre. Je vais maintenant laisser la parole à Christian Kempf pour vous faire déjà une petite première introduction du Groenland. Avec plaisir. Et mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Et on va parler du Groenland, effectivement, mais le Groenland, dans le contexte des régions polaires en général, c'est une grande tache blanche dans le nord, alors qu'il y a une grande tache blanche dans le sud. Le Groenland, c'est avant tout une énorme calotte polaire avec des franges sur le côté qui sont des franges peuplées de 56 000 personnes seulement. Donc, le Groenland, je dirais, dans le contexte des régions polaires, est avant tout une région de glace, et notamment en Arctique, une région de glace et une région de montagne. C'est ça la grande caractéristique. Quand vous allez au Canada, en Alaska, où on parle d'Arctic Slope, dans les grandes plaines de la Sibérie, mais ce n'est pas pareil. Le Groenland, c'est de la montagne, c'est de la glace avant tout. Ensuite, le Groenland, c'est autre chose aussi. Le Groenland, c'est un pays qui est peuplé de peuples autochtones. Christiane en parlera longuement. Mais quand vous allez au Spitzberg, quand vous allez en Terre François-Joseph, en Nouvelle-Zélande, quand vous allez ailleurs encore, dans l'Arctique russe ou dans les îles du Nord canadien, vous n'avez pas de peuples autochtones. Les peuples autochtones se trouvent au Nunavut, dans le sud, si je puis dire, de l'archipel nord-canadien, ou sur les côtes de l'Alaska, ou dans certains lieux de Sibérie. Mais le Groenland est vraiment peuplé, sur toute sa côte ouest, et un petit peu sur la côte est, de peuples autochtones qui ont leur histoire et qui sont absolument passionnants, à la fois d'histoire, évidemment, mais également de nos jours d'économie. Le Groenland est un pays polaire à 100%. Les 5 pays polaires, que ce soit la Russie, les États-Unis, la Norvège ou le Canada, ont une partie méridionale importante. Le Groenland, c'est vraiment le pays polaire. Alors, ce pays polaire, comme vous le voyez physiquement sur l'image, est avant tout recouvert d'une immense calotte, un pays de 2,1 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 4 fois la France, mais qui a une calotte de 1,7 million de kilomètres carrés. 81-83% du Groenland est couverte par une calotte qui, par endroits, a 3 kilomètres d'épaisseur pratiquement. Donc, c'est avant tout un pays de glace. Et si vous voulez aller au Groenland, c'est parce que vous voulez voir des gens autochtones, mais que vous voulez voir de la glace dans toute sa forme. Calotte, glacier, iceberg, banquise, sol gelé, la glace polaire, sous toutes ses formes, se trouve au Groenland. Le Groenland physique, c'est près de 2000 km du nord au sud, c'est 1100-1200 km d'est en ouest. C'est un pays immense, mais qui a une grande différence évidemment entre le sud, le cap Farewell, où il y a des arbres qui ont plusieurs mètres de hauteur, et le grand nord, la terre de Pierre-Louis, où il fait tellement froid que la neige ne peut pas se transformer et donc il n'y a pas de glace. Grande différence aussi entre l'Est et l'Ouest, et on va le faire parce que peut-être
reparler de voyage et on partira de l'Est pour aller vers le Nord-Ouest. À ce moment-là, on se rendra compte qu'il y a des unités naturelles très importantes, mais il y a surtout une grande différence entre l'Est et l'Ouest. L'Est, vous avez l'évacuation de toute la glace du bassin polaire et cette glace va sur toute la côte est vers le bas et barre l'accès de l'Est du Groenland. Et c'est pour ça que c'est sur l'Ouest que nous avons 56 000 habitants qui sont là et qui se trouvent à la fois au sud et jusque vers Kanuk, jusqu'au nord du Groenland. Un Groenland que l'on connaît aussi à l'avenir au travers de ses ressources. Parce que c'est un ancien ministre groenlandais qui nous disait, à Christiane, à moi, à d'autres, le Groenland maintenant pour l'avenir, il dépend aux 2/3 de l'Union européenne et du Danemark, mais c'est clair qu'à l'avenir, il sera noir ou il sera blanc. Il sera noir avec toutes les ressources que vous voyez. Ça va de l'or, de l'argent, aux terres rares partout, que ce soit dans un parc national ou ailleurs. Ou alors, le Groenland sera blanc. Blanc parce qu'il est fait d'avenir. Il est blanc comme la glace, qui est la plus grande réserve d'eau douce de l'hémisphère nord. Il est blanc avec le tourisme, un tourisme bien maîtrisé. Et c'est pour ça que le Groenland est un de ces pays qui avantage, qui entraîne le tourisme. Et c'est pour aller dans le sens de ce Groenland blanc aussi que Grands Espaces développe avec entrain et surtout avec les Groenlandais. Un tourisme de plus en plus important au Groenland, un tourisme pour voir ces paysages fabuleux que nous offre ce pays. Alors le Groenland est aussi fait d'histoire. Il est fait d'histoire des peuples autochtones, ensuite d'histoire des Vikings, ensuite de colonisation danoise. Maintenant, les Groenlandais ont leur avenir en main. Ces Groenlandais vont revenir véritablement aux décisions qu'ils ont à prendre avant que le Danemark n'occupe sans doute cette terre. Et ces Groenlandais d'autrefois, c'est Christiane qui va vous en parler bien mieux que moi. Elle les connaît, que ce soit Kanuk, Ranak ou ailleurs. Et c'est Christiane qui va vous en parler. Pour ma part, je reviendrai vers vous pour faire une sorte de tour du Groenland au travers de tous nos voyages qu'on fait sur nos petits bateaux, le Nanook, l'Explorer ou le Shanova, puisque nous partons du grand nord-est du Groenland pour arriver au nord-ouest du Groenland. Et je voudrais maintenant que Christiane puisse prendre mon relais. Merci, avec Christian. plaisir. Avec plaisir. Tu peux y aller? Je peux y aller, Mathieu? Tu peux y aller, Christiane. Tu peux y aller. Bien. Alors, comme Christian vient de vous l'exposer, le Groenland, ce sont des icebergs géants, des paysages époustouflants, de la glace, des ours, des animaux extraordinaires, mais c'est aussi des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui sont arrivés au Groenland en plusieurs migrations. Cette île, la plus grande du monde, n'est habitée que depuis relativement peu de temps, environ 6000 ans, ce qui n'est pas grand-chose finalement à l'échelle de l'humanité. Et plusieurs migrations se sont succédées sur ce territoire, en grande partie glacée, et chacune a apporté avec elle une culture spécifique. Toutes, hormis les Vikings, étaient originaires d'Asie, et elles ont effectué un long cheminement à travers le détroit de Bering, tout en haut à gauche, à travers le continent nord-américain, avant d'aboutir au Groenland. Et les archéologues leur ont donné le nom des lieux où ils ont été identifiés pour la première fois. Ces cultures ont perduré plus ou moins longtemps au Groenland, et on peut noter quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a une corrélation entre leur présence et les variations climatiques. Elles pénétraient au Groenland à la faveur d'un réchauffement climatique et elles disparaissaient lors des périodes de refroidissement. Je vous propose donc de parcourir les plus significatives d'entre elles pour aller jusqu'aux Thuléens, les Thuléens étant les ancêtres directs des Groenlandais actuels. Il y a d'abord eu Indépendance 1 des Sakrak, puis Indépendance 2, puis les Dorset, les Vikings et enfin les Thuléens. Toutes ces migrations sont entrées au Groenland, ont pénétré au Groenland par le nord à Etah. Certaines se sont dirigées vers l'est à la suite des Bemusqués et les autres vers l'ouest en chassant les caribous. Toutes ces migrations avaient, tous les hommes, toutes les femmes de ces migrations avaient trois impératifs. Le premier, c'était de s'abriter,
ils ont développé un habitat varié et variable d'ailleurs. Le deuxième, c'était se nourrir, donc quel gibier chasser. Et puis le troisième, c'était disposer d'outils adaptés pour s'abriter, se nourrir et se protéger du froid. La première, je raccourcis, on va voir que quelques migrations. Donc, la première que je vous présente, c'est Indépendance 1, qu'on a appelée les gens du Silex d'ailleurs. Elle s'appelle Indépendance parce que le fjord dans lequel les artefacts, les restes, les fouilles ont été découverts par Perry, ça a été découvert le jour de la fête nationale des États-Unis. Donc, Perry a donné à ce fjord et par la suite cette culture le nom d'Indépendance. Et c'est là que se trouvent de nombreux vestiges étudiés par Egil Knut à partir de 1948. Les gens d'Indépendance 1 s'abritaient sous des tentes en peau de bœuf musqué, mais on n'a retrouvé aucun élément de superstructure. Et les implantations regroupaient environ 20 à 30 personnes. Et du fait de l'élévation du Groenland par un phénomène isostatique, on trouve ces sites actuellement, vous pourrez les voir lors de croisières, sur des terrasses à 12 mètres au-dessus du niveau de la terre. Au-dessus du niveau de la mer. Les terrasses étaient au-dessus du niveau de la mer, 12 mètres un peu plus haut. Donc pour se nourrir et se protéger du froid, les gens d'Indépendance 1 chassaient les bœufs musqués, des petits mammifères terrestres et des oiseaux. Ils avaient quelques outils, des armes, des armes pour chasser, des outils pour travailler les peaux. Et ces outils, on les appelle microlithiques parce qu'ils étaient absolument microscopiques, tout petits, en silex. C'est ce qui leur a valu le nom de gens du silex. Donc, ils avaient des lances, des arcs, des flèches, mais pas de lampes, pas de bateaux, pas de traîneaux. Viennent ensuite les Sakraks. Les Sakraks, c'est la culture qui a duré le plus longtemps au Groenland, puisqu'ils ont été présents au Groenland pendant 1600 ans. Suivant la saison, l'habitat variait. Donc voilà, ils se sont répandus sur la côte ouest et sont remontés sur la côte est jusque vers Scoresby. Donc l'habitat variait. En hiver, c'était des maisons communes, que l'on appelait des maisons longues, qui faisaient 6 mètres sur 3 ou 4 mètres de large, et dans lesquelles vivaient plusieurs familles. Les charpentes étaient faites en bois de flottage, puisque là, ils avaient une partie de l'année, la mer qui était libre, ou bien ils avaient également des maisons semi-souterraines en réseau, avec des passages communs. En été, c'était des simples tentes en peau, avec un foyer central en pierre, et de chaque côté, des bas-flancs en dalles de pierre. Comment se nourrissaient-ils? Eh bien, ils chassaient le caribou, ils chassaient les phoques en bordure côtière et ils pêchaient. Mais il n'y avait pas de bœufs musqués dans cette culture. Leurs outils, c'était des harpons, des arcs, des flèches qu'ils rangeaient dans des carquois. Ils utilisaient l'ardoise, l'agate, le quartz, l'ivoire, la corne. Et ils avaient des lampes à huile de phoque, ce qui était quand même très important, et pour la lumière, et pour le chauffage. Et ils faisaient le feu avec des forêts à archets. Vient ensuite Indépendance 2. Indépendance 2, qui se situe à peu près dans la même zone qu'Indépendance 1, mais qui est arrivée là 1000 ans après Indépendance 1. C'est une culture qui est pauvre, qui a été étudiée par Egil Knut aussi au milieu du siècle dernier. Pauvre parce que les tentes étaient rudimentaires. On retrouve encore des cercles sur les terrasses, des cercles de pierre qui révèlent l'occupation. Et ces terrasses, elles sont à 5 mètres au-dessus de la plage actuelle, toujours par ce phénomène de soulèvement du Groenland. Le gibier, essentiellement des bœufs musqués,
et puis des phoques qui étaient capturés au trou de respiration, parce qu'évidemment, la mer était gelée une grande partie de l'année. Les outils étaient microlithiques également, en os et en quartz, et souvent le feu était à l'extérieur de la tente. Il n'y avait plus de lampe à huile, il n'y avait plus d'arc, plus de flèches, et toujours pas de bateau ni traîneau, ce qui explique que c'est une culture qui a perduré relativement peu de temps et que je qualifiais de pauvre. Après la disparition de Indépendance 2, le Groenland est déserté pendant plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles, le Groenland a été vide d'occupation humaine. Mais arrivent les Dorset. Les Dorset, en 700 de notre ère, ils arrivent avec une culture qui est particulièrement bien adaptée à leur environnement. Ils sont essentiellement sur la côte ouest, nord-ouest. Ils habitent des maisons semi-enterrées avec un tunnel pour piéger le froid, ce qui est particulièrement important. Et en hiver, ils construisent des villages d'iglous sur la banquise pour chasser le phoque. Ce sont des chasseurs de caribous, de phoques, de morses et même de narvals. Mais au printemps, ils délaissent l'intérieur des terres et les caribous pour chasser les petits mammifères et les morses depuis la banquette côtière. Dans cette culture, apparaît une différenciation sexuée du travail et de nouveaux équipements. Par exemple, il y a le couteau à neige. Le couteau à neige qui est destiné au travail masculin et notamment pour construire les igloos. Il y a également le houlou. Alors, le houlou, c'est pour les femmes, c'est pour le travail des peaux. Ils ont des lampes à huile, des harpons à tête basculante, des flèches, des arcs. Ils ont des traîneaux et des harnais pour les chiens. Mais surtout, par-dessus tout, ils apportent le kayak. Le kayak pour la chasse aux mammifères marins et notamment la chasse aux narvals. Viennent ensuite les Vikings. Alors les Vikings, eux, ce sont les seuls qui sont arrivés par l'Est, oui, viennent d'Islande. Ils arrivent au moment de l'optimum médiéval et ils s'établissent dans le sud et font le commerce de l'ivoire avec l'Europe. Puis, ils disparaissent ou quittent le Groenland. Là, il y a de nombreuses hypothèses qui sont soutenues, qui sont émises. Donc, ils quittent le Groenland à la période du petit âge glaciaire, en 1450, après Jésus-Christ. On arrive aux Thuléens. Alors, les Thuléens sont arrivés beaucoup plus tard, en 1100, toujours entrant par le nord du Groenland, la région de Heta, de Thulé, en quelque sorte. Hein. Et ils franchissent le détroit de Smith et s'installent quasiment sur la totalité du pourtour du Groenland. Et il est fort probable qu'au cours de leur migration, ils soient entrés en concurrence avec les établissements vikings. Ils ont côtoyé également les Dorset. Leurs maisons d'hiver sont en terre et en pierre, avec une charpente en côte de baleine. Et les Dorset qu'ils ont donc côtoyés leur ont appris la construction des igloos. Au sud, ils bâtissent des grandes maisons en terre et en bois, puisque dans le sud, le bois de flottage est facilement collecté. Donc, ils construisent ces maisons en terre et en bois. Et ces maisons, ce sont un peu les HLM de l'époque, puisqu'elles abritent plusieurs familles. En été, l'habitat est saisonnier, donc en été, ils dressent des tentes dans des camps de chasse. Ces photos-là, puisque maintenant on en arrive aux photos, ces photos ont été prises au début du siècle dernier dans la région de Thulé, plus précisément même à Cap York.
Ce sont d'habiles chasseurs de gros mammifères marins. Ils chassent des baleines, des morses, des narvals, des ours et également des caribous. Et ils apportent des équipements nouveaux. Les kayaks qu'ils apportent avec eux sont construits chacun aux mesures du chasseur. C'est le chasseur qui construit son propre kayak à ses propres mesures. Ils ont des harpons à propulseur et à tête détachable. Ils ont des lignes avec des flotteurs, avec des freins. Ils ont des oumiaks. Des oumiaks, ce sont des grands bateaux en peau qui étaient pilotés, si on peut dire, enfin qui étaient menés par les femmes qui suivaient les chasseurs qui, eux, étaient en kayak. Leurs vêtements, ils vont vers la coquetterie. Ils ont des vêtements en peau de phoque, en ours, en caribou, en renard, en lièvre, en oiseau, en peau d'oiseau. Avec les peaux d'oiseau, on fait des chemises. Un personnage principal et central dans leur culture, c'est Langakok. Langakok, c'est le sorcier, c'est le chaman. Et il est chargé de faire le lien entre les humains, l'environnement, les animaux, parce que dans leur croyance, leur conception de l'univers, leur conception est animiste, c'est-à-dire il y a un continuum entre l'environnement, les animaux, les humains. Et c'est le chaman, c'est le Langakok qui va se charger d'harmoniser tout ça. Il y a aussi Silla qui est le maître de l'univers, le maître du temps, des éléments. Il y a Sedna qui, elle, est la maîtresse des mammifères marins. Et c'est elle qui va autoriser les mammifères marins à s'offrir aux hommes à condition que les hommes les respectent. Et ils les respectent dans quelle mesure? Ils les respectent dans la mesure où ils suivent des tabous qui vont réguler finalement la vie de la communauté. Il y a aussi les Tupilak. Alors les Tupilak, ce sont des créatures maléfiques confectionnées par les hommes qui en fait servent à régler des comptes entre eux, entre les hommes, entre les différentes communautés. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Alors aujourd'hui, je vais vous passer une vidéo. Je vais laisser la main à Mathieu. Voilà, j'espère que vous la voyez. Donc, sur cette vidéo, il y a un chasseur qui revient de la chasse, évidemment, c'est Nuka Piangwak, qui est très heureux parce qu'il a attrapé, la chasse a été fructueuse, et donc il chante en rentrant chez lui. Il chante et il bat le tambour. Mathieu, on va peut-être l'abréger, puisque je crois que la vidéo passe un petit peu saccadée. Voilà. Donc, il reste ces chants de tambour que l'on pourra entendre si vous nous accompagnez dans le nord du Groenland et même sur la côte ouest, et même est, pourquoi pas. Il y a encore le harpon avec la tête détachable et le propulseur, la ligne et le flotteur. Ça, c'est une photo que j'ai personnellement prise dans le fjord de Inglefjord, qui est un fjord situé au nord du Groenland, au nord de Thule, même dans la région de Kranak. Sur ce kayak, donc vous voyez le harpon qui est posé avec sa tête. Vous voyez cette espèce de grosse chose qui est derrière, de gros ballons de baudruche. En fait, c'est le flotteur qui est une peau de phoque évidée qui va servir à repérer le gibier harponné. Et sous ce flotteur, qu'on appelle une naratak, il y a un cadre carré, un cadre de bois qui, lui, va servir d'encre flottante. Aujourd'hui, on chasse encore en kayak dans le nord du Groenland. On chasse encore en kayak comme le faisaient les Thuléens il y a déjà 1000 ans, avec le harpon à propulseur, avec la bouée et avec le frein.
Aujourd'hui encore, on fait de l'esquimotage. L'esquimotage, je pense que là, Mathieu a pris la main pour la vidéo. L'esquimotage, c'est une technique qui permet, quand le chasseur part en... Oh, pardon, j'ai peut-être fait une erreur. C'est une technique donc qui permet, quand le chasseur part en mer par gros temps, d'anticiper et de chavirer volontairement pour se remettre ensuite dans la bonne position et récupérer son équilibre. Voilà, donc il s'appuie tantôt sur l'arrière, tantôt sur l'avant, et ça lui permet de ne pas se faire lagouler, si vous me permettez le terme, par les vagues déferlantes. Alors, les déplacements aujourd'hui se font encore dans le nord. Dans le nord et sur la côte est également, au printemps et en hiver bien sûr, mais au printemps, encore actuellement. Là, on est 1er juin, les déplacements se font encore en traîneau à chien, puisque au Groenland, il n'y a pas de route. À part dans les grandes villes du sud, du sud-ouest, il n'y a pas de route. Les déplacements vont être soit en avion, soit en hélicoptère, en bateau. Et dans le nord, on va de village en village en traîneau à chien. C'est un de mes chasseurs favoris. Voilà, on est parti vers le village de Surapaluk, à 80 km de Kranak. Aujourd'hui encore persistent des traditions. Ça, c'est une photo qui a été prise courant février. À la réapparition du soleil, le premier rayon de soleil. Donc, on sort de la nuit polaire, qui dans le nord a duré quand même 4 mois, 5 mois. Hein. Donc, on sort de la nuit polaire et toute la population monte sur les collines environnantes pour saluer le soleil. Donc, on chante, on lui récite des poèmes, les enfants ont confectionné des grands soleils en papier, une tradition qui persiste. Et d'autres traditions qui sont un sens qui soulignent le sens communautaire de ces Groenlandais, de ces descendants des Thuléens. Une autre tradition, c'est la fête ensemble. Là, Mathieu, je vais te demander de passer le... Oui, là, ça saute encore un petit peu. Je ne sais pas si... Donc, il y a, on organise des courses. Là, c'est la course des femmes, la course de traîneau des femmes. Il y a également des fêtes. Bon, il y a un petit problème. Bon, écoute, Mathieu, on va peut-être reprendre. Oui, bon, la course, c'est dans la tradition du traîneau, hein. Donc tous les ans, il y a des courses nationales. Comme nous, on a nos coupes de football, on a nos coupes de, je sais pas, actuellement c'est le tennis, je crois. Là, dans la tradition, c'est les courses de traîneau. Alors, il y a les femmes, il y a les couples, il y a les enfants, etc. Bon, comme là, ça semble un peu difficile, on va peut-être passer à la vidéo suivante, peut-être, Mathieu. Voilà, une autre tradition, c'est le partage. Le partage avec tous les membres de la communauté. Donc, sur cette vidéo, qui encore une fois saute un petit peu, je suis désolée, vous me pardonnerez, je l'espère, ou vous viendrez avec nous le voir en vrai, sur place, ça sera encore mieux. Hein. Donc, là, un chasseur vient de rentrer, c'est à Kranak, hein, un chasseur vient de rentrer avec un narval qu'il a capturé en bordure de la banquise, et la tradition veut que on le partage avec la communauté. Il y en a une petite partie qui sera vendue, bien sûr, mais il offre à toute la communauté Là, tu vas un petit peu vite, excuse-moi, tu vas un petit peu vite, Mathieu. Donc, il offre du matak un petit peu à toute la communauté. Le matak étant l'épiderme du narval,
qui contient énormément de vitamine C, ce qui leur permet de pallier au manque de végétaux, au manque de fruits, au manque de vitamine C, tout simplement. Hein. Voilà, on peut aller un petit peu plus loin. Voilà, donc je saute un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, on a encore une communication interspécifique. Mathieu, tu me rends la main, s'il te plaît. Voilà. On a encore une communication interspécifique qui est encore très forte. Là, si on arrive à passer la vidéo, je vous ai préparé quelques huchements. Huchements, c'est-à-dire la communication, les ordres entre le chasseur et ses chiens. Et vous allez entendre, si on passe la vidéo, là, vous allez entendre que le chasseur parle avec ses chiens. Bon, là, il les encourage. Il les encourage. On est en train de traverser le glacier Tocto, qui est un glacier qui se situe dans la région de Cranach. C'est au printemps, hein, c'est au mois de mai. Enfin, c'est actuellement, quasiment. Donc, il encourage ses chiens. C'est à gauche, à gauche, à gauche. Alors là, il est très content, il est très très content, ses chiens ont été braves, on est dans le brouillard, donc il va même lancer une friandise pour son chien de tête. Allez-y les petits gars, allez-y, on arrive à couler. Voilà, donc une communication interspécifique qui demeure et également un mode de vie. Sur cette image qui est aussi de la région nord-ouest, mais qu'on peut certainement retrouver également à l'est ou même dans le sud, vous avez la ménagère qui est dans sa cuisine style Ikea et elle a ramené la viande qu'il fallait pour la famille, donc des phoques. À droite, c'est Nuka Piangwa qui jouait du tambour tout à l'heure. Il est en train de préparer de la viande pour ses chiens, pour nourrir ses chiens. Et vous voyez que tout ça se passe dans la maison. Là, on prépare également toujours des provisions pour l'hiver. Il s'agit de la viande qui est mise à sécher sur des grands échafaudages en bordure du fjord, comme le faisaient les ancêtres thuléens. Et demeure une grande fierté identitaire. Cette image a été prise à Cranach également, mais Cranach est mon lieu d'étude, mon lieu favori, mais je vous accompagnerai volontiers sur tout le Groenland sans problème et avec grand plaisir. Donc cette image a été prise à Cranach lors de la rentrée scolaire. Les enfants rentrent au cours préparatoire pour la première fois. Ils ont mis leurs vêtements traditionnels et ils agitent le petit drapeau groenlandais. Donc aujourd'hui encore, il y a une adaptation, une évolution, une transmission qui sont les mots-clés hérités des Thuléens pour comprendre la culture contemporaine des Groenlandais. En conclusion, donc, je dirais que les Groenlandais de nos jours, qui sont les descendants de toutes ces cultures que je vous ai présentées brièvement, bien sûr, les Groenlandais constituent un peuple qui s'ouvre à la modernité et à la mondialisation sans pour autant renier leur façon de vivre qui est basée sur l'héritage de valeurs fortes comme le partage et l'entraide. Donc, je vous attends vraiment au Groenland avec grand plaisir comme eux. Regardez, ils sont souriants, ils sont gais, ils vous attendent et j'espère qu'on partagera des voyages formidables ensemble. Merci. Oui, des voyages, c'est sûr. Et encore une fois, le Groenland, je crois que vous l'avez bien compris, ce ne sont pas que des paysages de montagnes, ce ne sont pas que des glaces avec des icebergs partout, des glaciers, des calottes. Ce n'est pas que de la faune, avec des narvals, des ours, des bœufs musqués,
mais c'est avant tout des civilisations. Et c'est pour ça que nous sommes tous fiers en Europe d'avoir notre civilisation méditerranéenne. Dans le nord de l'Europe, d'avoir ces grandes civilisations scandinaves et celtes. Et le Groenland aussi, à toutes ces civilisations depuis près de 6000 ans. Et je voudrais maintenant, en images, vous amener, en s'arrêtant sur cette image, car on a déjà vu 2-3 images donc, du nord-est du Groenland, faire avec vous une sorte de tour du Groenland. Ça, c'est la dernière image donc, du nord-est du Groenland. On va s'arrêter un peu là-dessus avant de continuer les autres images. Pour que j'ai le temps de vous parler des voyages que nous faisons. Des voyages que nous faisons au Groenland sur 3 bateaux, l'Ocean Nova, de 75 personnes, l'Explorer et le Nanook, 12 personnes. L'Ocean Nova n'est ni plus ni moins que l'ancien express côtier, que l'un des anciens express côtiers groenlandais, le Sarpik Ituk. L'Explorer, l'ancien bateau de la reine du Danemark qui posait les balises et sondait les fonds au Groenland. Nos bateaux, nous les avons réaménagés pour qu'ils puissent retourner au Groenland. Les bateaux retrouvent leur pays. Alors ils le retrouvent dans l'est, dans le sud, et à l'ouest et au nord. À l'est, d'abord, vous avez, pour moi, vous savez, c'est le pays que j'aime le plus dans l'Arctique. Victor disait que c'était le plus beau pays du monde, ce parc national, le plus grand parc national du monde. Et j'insiste sur le plus, car c'est le pays des superlatifs. C'est là que se trouve le plus grand fjord du monde, 313 km de longueur, le fjord le plus profond du monde, plus de 1400 mètres. C'est là qu'on a les plus grands icebergs tabulaires de l'Arctique. C'est là qu'on a la plus haute falaise côtière du monde, 2100 mètres de hauteur. C'est là qu'on a la plus grande population de bœufs musqués du monde. C'est là qu'on a une population d'ours en augmentation la plus rapide. Et oui, ça existe. C'est là qu'on a aussi eu en 1777, la plus grande catastrophe navale d'avant le Titanic de l'Arctique. Bref, ce mariage entre le désert et la glace que vous voyez là, le désert, et l'est du Groenland, on l'appelle la Riviera polaire, l'Arctic Riviera, tout simplement parce que toutes les précipitations se déversent sur le centre du Groenland et cela donne un effet de feud, un effet de climat dégagé sur l'est du Groenland, qui néanmoins est très difficile d'accès car on ne peut y aller qu'en août, à partir du 10 août environ, et jusqu'à mi-septembre. Vous voyez ici des images extraordinaires de ce mariage entre des hauts sommets qui se jettent en mer et les fjords qui sont pris par les icebergs. Et cet est du Groenland n'est accessible qu'au mois d'août et de septembre parce que le reste du temps, vous avez une barrière de banquise qui empêchait les Inuits d'aller pêcher en mer et d'aller chasser en mer et qui empêche de nos jours les bateaux d'aller dans ces régions. Nous allons maintenant continuer en allant plus vers le sud du Groenland et continuer également à défiler donc les images que vous allez voir. Et ce sont des voyages que nous appelons nous autres des voyages pics et glaciers du Groenland. Je suis sûr que certaines images vont suivre. Et pics et glaciers du Groenland, cela nous amène dans l'une des régions les plus secrètes avec un petit clin d'œil, un dernier petit clin d'œil vers l'est du Groenland pour ces bœufs musqués. Ces bœufs musqués qui ont été étudiés par Robert Gessin et bien d'autres, ces taurillons de 400 kilos, ces survivants de la préhistoire qui sont là dans leur cadre extraordinaire d'icebergs et de hauts sommets. Donc, nous allons vers le sud et nous allons découvrir maintenant d'autres paysages. Et Mathieu, si je puis me permettre, voilà, on va simplement faire défiler les images. Vous voyez ici, c'est simple. Nous avons des sommets parmi les plus élevés du Groenland, 3200, 3700 mètres de hauteur et qui se jettent en mer, des flots de glaciers, des rivières glaciaires qui ont parfois 50, 100, 160 km de longueur et qui donnent ces paysages que vous voyez encapuchonnés de glace avec des icebergs qui sont produits par ces glaciers immenses qui viennent des sommets. C'est pour cela que ce voyage s'appelle, ou ces croisières s'appellent pics et glaciers, car voilà ce que l'on voit. On voit des icebergs gigantesques, on voit des pics qui se dressent à l'horizon. C'est le voyage pics et glaciers. Durant ce voyage, on voit également des communautés, car il y a là quelques rares communautés qui sont implantées.
comme par exemple à Pilatok, cette petite communauté d'une centaine de personnes dans ce paysage fabuleux. Et puis, vous avez entreaperçu également les restes des implantations vikings, car le sud du Groenland est certainement la partie la plus verte, le Greenland, la terre verte d'Éric le Rouge, qui a amené les colons à la fois en deux grandes implantations. D'une part, dans cette région de Walsey, au sud-ouest du Groenland, où subsistent ici quelques restes de fermes, mais surtout les restes de la cathédrale de Walsey. Et puis d'un autre côté, dans la région de Nuuk, il y avait deux implantations donc vikings et qui se sont éteintes en 1450. Nous allons maintenant plus au nord, en découvrant également cette ville qu'on va voir maintenant en image, qui est cette ville qui est la capitale mondiale des glaces, qui est Ilulissat, en passant par Kangerlussuaq. Quand nous faisons des voyages vers le Groenland, nous passons toujours par Kangerlussuaq, Ex-Stromfjord, Kangerlussuaq, le grand fjord. Vous voyez que Paris n'est qu'à 4h25 de vol. Nous avons des vols réguliers qui nous amènent là, sur sur l'ouest du Groenland, dans ce gros hub, d'où nous partons cette fois-ci clairement vers le nord. Nous partons vers Ilulissat, qui est la ville de ces cathédrales de glace, de ces icebergs, que nous allons découvrir à la fois en hiver et en été. Et je veux vous emmener maintenant d'abord vers Ilulissat, mais d'abord paradoxalement en hiver. Feuilletez nos catalogues, vous ne trouverez pas ce voyage, car ce voyage va être mis sur notre site dans une dizaine de jours seulement. C'est pour la première fois que nous allons au milieu de la pénombre polaire, car c'est la nuit polaire, mais il y a 5 à 6 heures de pénombre où l'on peut voir. Nous allons organiser sous les aurores boréales ce feu d'artifice au milieu des icebergs du Nouvel An, de cette année qui fêtera aussi, permettez-moi de le dire, les 25 ans de Grands Espaces 2023. Grands Espaces a été, et c'est pour ça que nous faisons et que nous organisons un réveil un peu hors de l'ordinaire, dont je veux simplement vous montrer quelques images, quelques couleurs, pour avoir déjà connu évidemment Ilulissat. Alors, le fjord n'est pas complètement déglacé, mais on peut faire des promenades en bateau dans ce fjord à la rencontre des icebergs géants. Ces icebergs qui se voient dans ces lumières extraordinaires et dans cette pénombre, ces icebergs qui sont sur 50 km du fjord Kangia et qui sont produits par l'un des glaciers les plus actifs, longtemps le plus actif du monde, puisqu'il avançait de 22 à 30 mètres par jour. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est ce qui fera aussi le cadre de ces quelques jours hors de l'ordinaire durant lesquels Christiane Drieux et moi-même, on vous initiera, je dirais, au Groenland, avec des levées de soleil qui flirtent avec les couchers de soleil et évidemment avec un nouvel an arrosé de feux d'artifice au milieu de ces glaces du Groenland, ici à Ilulissat. Mais Ilulissat, nous y allons également à la belle saison. À la belle saison, quand le soleil est là 24 heures sur 24, c'est-à-dire en juin. C'est le moment où l'on peut voir alors ce défilé d'icebergs géants. Vous avez ici un glacier qui fait 160 km de longueur sur environ une dizaine de kilomètres de largeur et qui en permanence vèle. Hélas, 3 fois hélas. Il vèle de plus en plus. Cela évidemment pose quelques problèmes à la navigation, mais cela est surtout le reflet du réchauffement du climat qui est terrible au Groenland. 2012 a été la première année où 97% de la calotte était en fonte et cela donne ces icebergs qui font la réputation d'Ilulissat. Ilulissat, il y a des musées dont un centre d'initiation à la glace et lors de nos croisières, nous sommes toujours proches de ces icebergs, si ce n'est dans ces icebergs. C'est un spectacle hors de l'ordinaire. Ces pics et glacés vous amènent dans des montagnes pointues et avec beaucoup d'icebergs. Ici, vous avez beaucoup d'icebergs, les montagnes sont moins pointues. Et c'est pour ça que nous avons d'autres voyages qui vous emmènent vers le nord cette fois-ci. Après avoir passé de l'est du Groenland par l'ouest, l'est et le sud-ouest du Groenland, après nous être attardés à Ilulissat en faisant y compris l'une ou l'autre excursion aérienne, car Ilulissat c'est le hub touristique. Sur les quelques 90 000 touristes qui viennent au Groenland, il y en a 70 000 qui viennent à Ilulissat. Et donc évidemment, voir ce spectacle avec les compagnies locales d'avions et d'hélicoptères est quelque chose de particulièrement intéressant. Mais nous allons maintenant continuer avec nos bateaux, que ce soit Nanook ou que ce soit l'Oceanova vers le nord, vers ce qu'on appelle l'allée des icebergs. Là, il y a ce mariage entre quelques communautés de pêcheurs-chasseurs
Oh, il y en a aussi qui vivent des subsides du gouvernement, comme partout et dans tous les pays. Mais ce sont avant tout des anciennes communautés de chasseurs et de pêcheurs et qui voient défiler les icebergs. Vous avez environ 400 glaciers ici qui donnent en moyenne 30 000 gros icebergs, 30-40 000 gros icebergs par an. C'est une vraie allée. Et les noms, Ilulissat, Uumanak, Upernavik, Kulorsuaq, la baie de Melville, le Cap York, le fjord d'Inglefield, autant de lieux qui sont des lieux où l'on voit les icebergs défiler en permanence, qu'on soit en ville ou qu'on soit tout simplement, et plus précisément sur nos zodiacs, en train de regarder ces cathédrales de glace à la dérive. Ici, nous sommes tout à fait au nord de la baie de Melville. C'est une image qui est prise au Cap York, vous voyez certainement au centre de l'image le tout petit zodiac, et c'est l'endroit aussi où il y a le grand monument érigé par rapport aux expéditions de Peary, dont évidemment on vous parlera, car plus on va vers le nord, avec ces 3 aires passionnantes de l'allée des icebergs et au-delà de Tulé, vous apprendrez évidemment aussi tout sur l'exploration polaire et les grands noms d'exploration polaire, que ce soit Peary, Cook, alors que nous aurons beaucoup parlé sur l'est du Groenland de Paul-Émile Victor, sur l'ouest du Groenland de Paul-Émile Victor, nous parlerons ici de Jean Mallory, mais nous parlerons surtout des Danois ou des Américains qui ont forgé l'image de cette région, c'est-à-dire Rasmussen, Peary, et surtout évidemment des Inuits. Et c'est bien pour ça que Christiane est là pour nous conter. Elle a eu la modestie de ne pas parler de son sujet de thèse, qui est en fait la chasse des narvals par les Esquimaux polaires de la région de Kanak. Autant vous dire que nous avons la chance d'avoir la spécialiste de la région. Continuons toujours vers le nord, cette fois-ci vers la région de Kanak ou de Tulé. Vous savez que les Américains ont déplacé en 1951 le village originel de Dundas, Tulé, vers le nord, qui est maintenant devenu Kanak, pour créer, par rapport à la guerre froide, une grande base militaire à Tulé où nous ne pouvons pas aller. Mais nous allons vers le nord, vers Kanak et vers Etah. Etah qui est véritablement le détroit entre la terre d'Ellesmer au Canada et le Groenland et où toutes les civilisations inuites sont passées. Mais non, globalement, alors qu'en Europe, en Asie, les flux viennent de l'Est, les flux migratoires venaient de l'Ouest, les grandes migrations, si bien décrites par le père Guy-Marie Rousselière, ces grandes migrations, comme il les appelait, venaient de l'Ouest. Et nous sommes ici tout simplement au bord du fjord de Inglefield, dans la région de Tulé. Vous voyez en permanence ce spectacle d'icebergs géants. Évidemment, quand on prend ces voyages qui ne peuvent se faire qu'au mois d'août, l'allée des glaciers peut se faire dès le mois de juillet, mais pour aller au nord de Tulé et pour aller vers les endroits où les Inuits ont moins d'accès, donc où les animaux sont moins chassés et où l'on a des chances de voir des narvals, des morses, des ours, ma foi, il faut y aller au mois d'août. Et c'est le moment où l'on peut voir alors des eaux libres avec ces immenses glaciers, ces immenses barrières de glace. Dans la baie de Melville, il y a une barrière de glace de 110 km, le glacier de Humboldt à 100 km de front de glace, avec quelques nunatak où nous nous trouvons en ce moment, qui permettent de voir une petite partie de ce front de glace. Bref, c'est le pays des géants. Bref, c'est un pays extraordinaire, comme l'est également l'Est du Groenland. Mais à vrai dire, c'est tout le pays qui est fabuleux et qui vous ouvre les bras. Et c'est bien pour ça qu'on a décidé maintenant d'orienter de plus en plus nos voyages vers le Groenland. Nous nous boudons, c'est clair, nous boudons la Russie. C'est évident et c'est normal. En revanche, nous avons toujours nos voyages vers le Spitzberg. Nous faisons des voyages vers le Groenland, de plus en plus nombreux, et également vers le Nord canadien. Et le Nord canadien sera certainement l'occasion d'un autre webinaire. Et je sais qu'il y aura certainement des questions qui vont venir. Étant Christiane que moi, on se réjouit de répondre à ces questions. Merci beaucoup, Christian. En effet, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le petit chat qui est à la droite de votre écran. Il y avait une petite question déjà qui a été posée sur la meilleure période pour visiter le Groenland. Écoutez, je réponds, mais Christiane, tu compléteras. L'Est du Groenland, 15 août, 15 septembre. Le sud, il y a de la banquise jusqu'au mois de fin juin, donc juillet.
La région de Thulé, il y a de la banquise. Les premiers bateaux polaires ravitaillant Thulé, quand je dis Thulé, c'est Canac, hein, c'est fin juin, donc c'est juillet-août, jusqu'au mi-septembre. Ensuite, il fait mauvais. Ensuite, évidemment, pour voir des aurores boréales, il ne faut pas y aller à ce moment-là. Il faut y aller de nuit, si je puis dire. Il faut y aller durant l'hiver, que ce soit lors du réveillon ou lors des croisières qu'on organise à bord de Nanook, aurores boréales et banquises. Enfin, si vous voulez, il y a 3 types de tourisme au Groenland. Il y a le tourisme de croisière, il y a le tourisme sportif, beaucoup de tourisme sportif, mais il y a aussi le tourisme de proximité. Parce qu'il y a des gens qui prennent un vol d'avion vers Kangerlussuaq ou vers Nuuk et ailleurs, et qui passent quelques nuits dans un hôtel. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on s'intéresse aux gens, où on s'intéresse à la culture, je dirais que c'est n'importe quelle période. J'ai répondu assez longuement en vous parlant surtout de nature. Il va de soi que globalement, à partir de mai, le temps est beau, hein, avril, mai, juin. Ensuite, juillet, ça va. Août, c'est génial sur la côte est, mais ça se péjore sur l'ouest, mais c'est le moment où on peut y aller avec les glaces. Septembre aussi, octobre, il faut commencer à oublier. Octobre, novembre. Sauf à être sur la terre ferme, et cela jusqu'au mois de février-mars, moment où le jour revient et où, durant la nuit, il y a les aurores boréales. Alors là, j'ai parlé, moi, de voyage croisière. Mais Christiane, toi, tu veux parler de voyage chien de traîneau. Oui, les voyages de chien de traîneau, l'idéal, évidemment, c'est d'y aller quand il y a encore de la banquise, quand il fait jour et quand il ne fait pas trop froid. Ce qui signifie que la meilleure période pour les chiens de traîneau, c'est vraiment le mois de mai. Avant, le temps est un peu instable et puis il fait vraiment très froid, alors qu'au mois de mai, vous avez déjà le soleil qui chauffe, la banquise est encore bien ferme. C'est une période à laquelle il y a beaucoup de fêtes qui sont organisées dans les villages, puisque c'est la période qui va précéder les grands départs dans les camps d'été. Et si vous y allez un petit peu plus tard, la banquise est beaucoup moins agréable, la neige est mouillée, etc. Donc vraiment pour aller en chien de traîneau dans le nord, c'est vraiment le mois de mai qui est idéal. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on a quelques questions qui arrivent. Il y en a une qui demande en fait quelle est la meilleure période pour photographier les bœufs musqués et les ours polaires au Groenland. Bon, là je réponds, c'est clair. Et il y a une période et il y a un endroit. Contrairement à ce que l'on peut penser, contrairement à ce qui a été longtemps dit dans la littérature scientifique et technique, il y a des ours un peu partout au Groenland. Vous savez, dans le sud du Groenland, il y a une compagnie d'hélicoptères qui qui fait payer des vols hélicoptères, et ils voient de temps en temps des ours dans le sud du Groenland. Mais ils sont très rares, ils sont très farouches. En fait, il y a des ours blancs un peu partout. Des bœufs musqués, mais surtout dans le parc national, où ils sont peu chassés, et au nord de Thulé. Ensuite, concernant les bœufs musqués, ils sont avant tout dans le parc national. Hein. Il y en a un petit peu au nord de Thulé, il y en a qui ont été réintroduits, on les voit facilement entre Kangerlussuaq et Sisimiut. Donc, quand on fait une excursion de Kangerlussuaq, on voit des bœufs musqués. Ça, ce sont les endroits. Concernant la période, moi, j'ai envie de dire l'été, quoi. L'été, parce que l'hiver, on ne voit rien, tout simplement. Donc, je ne veux pas redire ce que j'ai dit, mais encore une fois, août-septembre pour l'Est, de juillet à septembre pour le Sud, et puis août mi-septembre pour le Nord-Ouest. Quoi. Mais les bœufs musqués, vraiment l'endroit où on peut les voir facilement, c'est dans le parc national du Nord-Est du Groenland et les ours aussi. Merci beaucoup. Il y a une petite question rapidement sur l'Océan Nova, et ce qui sera sur la côte nord-est du Groenland. Je peux répondre un peu rapidement. On a un voyage qui s'appelle la Grande Route polaire qui va emmener sur l'est du Groenland, mais qui est assez rapide. Ensuite, il sera principalement positionné sur l'ouest groenlandais pour l'Océan Nova. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, peut-être. Non, je veux simplement dire que l'Ocean Nova est un petit bateau, 75 places, mais nous avons privilégié l'Explorer pour aller sur le
nord-est du Groenland. On va bientôt privilégier un autre bateau encore, non pas d'Anouk, mais encore un autre bateau de 12 places, parce que ça nous permet de rester tout simplement plus longtemps. Là, je parle presque en professionnel de la croisière, enfin que je suis somme toute. Hein. Si vous voulez, un grand bateau, on a 75 personnes, il faut répondre aux souhaits de tout le monde. Et donc, on collectionne un peu les endroits, hein, et on essaie de donner des impressions fortes à tout le monde. En revanche, sur un petit bateau, on a des gens qui sont passionnés par tel ou tel autre endroit. Et la côte nord-est du Groenland, ça a beau être l'endroit le plus extraordinaire de l'Arctique que je connaisse. Pour ma part, il reste que il y a des ours, il y a des bœufs musqués, mais par exemple, il n'y a pas d'habitants. Il y a une histoire, certes, on voit des traces dans ces habitants, mais il n'y a pas d'habitants. Par exemple, l'histoire de l'exploration polaire, elle existe, avec notamment l'histoire de Mikkelsen, qui a fait en sorte que le Groenland soit danois plutôt qu'américain, d'une certaine manière. Mais elle n'est pas aussi dense que sur l'ouest du Groenland ou ailleurs. Ensuite, c'est un paysage de montagne, c'est un paysage où l'on ne peut pas aussi facilement se promener qu'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on préfère faire découvrir cet est du Groenland avec des petits bateaux plutôt qu'avec le Ocean Nova, qui lui a plus vocation de montrer tous les attraits du Groenland. Merci beaucoup. Et on a une question encore sur la faune, où est-ce qu'on peut l'observer? Alors du coup, on a un petit peu répondu déjà par rapport à l'ours, et la question porte aussi sur le narval. Oui, alors, merci de poser cette question. Il y a plus de narval que ce qu'on pense à l'Arctique, même si l'espèce est en régression grave. En revanche, ce qui pose le problème, ça sera sur des morts. Mais si vous voulez, l'image d'Épinal du narval, c'est indiscutablement la région de Thule. Et puisqu'on a une carte de l'Arctique sous les yeux, il faut savoir que le narval est également l'emblème, le symbole du parc national arctique russe. Bon, il y en a ailleurs. Mais au Groenland, c'est avant tout dans le fjord d'Inglefield. Mais là, attention, deux choses. Premièrement, le narval est un animal extrêmement farouche. Donc, nous devons adapter nos techniques d'approche dans les fjords, et avec les zodiacs bruyants, on les voit facilement, sauf exception. Et la deuxième chose, c'est que, respect pour les cultures locales, nous n'avons pas le droit d'aller dans la baie de Melville ou dans le fjord d'Inglefield, dans les zones à narval. Quelle est la conclusion? La conclusion, c'est que quand on va dans la région de Thule, on a des chances, oui, de voir des narvals, indiscutablement. Mais les meilleures chances pour voir des narvals, c'est sur la côte est, où, à ce jour, nous pouvons aller partout. En revanche, que ce soit dans le Scoresbysund ou que ce soit dans la baie de Dove, donc au nord du Groenland, où nous allons régulièrement. Malheureusement, quand on vit avec un bateau, quand on vit avec des zodiacs, on leur fait peur. Il faut se mettre sur des promontoires, s'asseoir. Et ça, encore une fois, vous voyez, c'est la différence entre un Ocean Nova et un petit bateau. Un petit bateau, on se met, on éteint le moteur la nuit, on fonctionne sur des générateurs qui font déjà bien du bruit avec les générateurs, mais on a plus de chances de voir des animaux de ce type. Narval, attention, un animal typique, mais un animal très, très farouche. Et un certain nombre de zones sont interdites au Groenland. Il y a également la côte de Blosville, qui est connue pour ses narvals. Il y a des narvals au Groenland. C'est juste de dire qu'il y a des narvals et qu'on peut les voir. Mais il y a des techniques d'approche de narvals, et ça dépend des chefs d'expédition. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir le temps et les moyens de les développer. Merci beaucoup. On a une autre question alors, qui était par rapport au voyage de fin d'année. Qui était la question, avec quel bateau on fera les voyages de fin d'année? Oui, ça va être terrestre. Hein. Nous prenons l'avion, la ligne régulière jusqu'à Ilulissat, et là nous allons dans un hôtel, et nous serons entre guillemets à pied ou en voiture, ou en bus, etc. Nous ne passerons que 5 jours, et ce sera à partir d'un hôtel, ce ne sera pas à partir d'un bateau. On a une autre question. Alors, je réponds déjà un peu à la question. La question ici, est-ce qu'on a des voyages pour découvrir le Groenland à cheval entre septembre et octobre? Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on propose. Pour le moment, voilà, on a d'autres destinations à proposer. Il y a déjà tellement de choses à découvrir au Groenland, on ne peut pas tout proposer en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, et c'est vrai que peut-être un jour, mais pour le moment, c'est vrai que ça ne fait pas partie de nos programmes. Ça fait partie de nos projets, mais pas de nos programmes. Voilà,
comme l'a dit Christian tout à l'heure, notre objectif, c'est de nous développer et nous implanter de plus en plus au Groenland, que c'est un pays qui se développe très fortement dans son tourisme et on souhaite vraiment s'implanter là-bas. Il y a tellement de choses à voir et à faire découvrir que voilà, peut-être un jour, dans les années qui viennent. On a une autre question qui est par rapport au Scoresbysound. Est-il possible d'avoir accès à l'Islandis depuis le Scoresbysound? Alors, oui, si on est un bon varapeur ou un bon randonneur. Sinon, la seule possibilité d'aller sur l'Inlandsis depuis le Scoresbysound, encore une fois, c'est dans cet endroit que se trouvent les falaises les plus impressionnantes. Quand on prend le Nordvestfjord vers la terre de Charcot, vous avez 50 km d'abrupt quasiment. Hein. Donc, c'est pas facile. En revanche, à Constable Point, près du Scoresbysound, il y a un hélicoptère, un Écureuil AS350, et de temps en temps, nous proposons aux personnes de voir cette chose-là. Alors on peut se dire, mais comment ça se fait que Grands Espaces qui acceptent d'utiliser un hélicoptère qui consomme beaucoup à l'heure? Bon, ben c'est tout simplement parce que, chers amis, 10% d'entre vous reviennent en pleurant, tellement c'est fou. Et moi-même, j'ai eu les émissions parmi les plus fortes de ma vie, quand on voit cette glace du Groenland. Le Groenland, c'est évidemment une île qu'on découvre par ses côtes, et il faut la découvrir par les côtes, car c'est là qu'il y a la vie. Mais le Groenland, il suffit de regarder la carte, hein, c'est de la glace. Et cette glace, à perte de vue, c'est un des immenses spectacles de la planète. Donc, pour voir l'Inlandsis, quand on n'est pas un varapeur et quand on n'y va pas en expédition sportive, c'est pas possible. En revanche, depuis Kangerlussuaq, on peut y aller. On peut arriver sur la calotte lors de la croisière vers Thulé, enfin au nord de Thulé, on mettra le pied sur la calotte également. Mais Scoresbysound, non. Une dernière petite question qui est par rapport aux baleines, aux possibilités d'observation de baleines. Pardon, j'ai pas compris la question. Pardon. On a une dernière petite question au niveau des possibilités d'observation des baleines. Nombreuses. Au point qu'à Ilulissat, il y a une compagnie d'avions qui propose d'observer les baleines par avion. Nous ne le faisons pas, mais non, les baleines, ça c'est du garanti. Voilà. Il n'y a rien à dire. Alors évidemment, baleine. Le narwal est une baleine et je viens de vous dire que le narwal était difficile à observer. Mais il y a d'autres baleines bien plus sympathiques, et notamment les grandes baleines à bosse. Donc on en voit sur l'est, sur l'ouest, pas tous les jours, hein, ce n'est pas le Kenya. Mais disons qu'on voit des baleines. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, parce que voilà, ce webinaire arrive à sa fin, n'hésitez pas à nous les communiquer par email à notre équipe. On aura plaisir à y répondre. Ce webinaire sera disponible en replay, donc vous recevrez à la fin de l'événement un email avec un lien pour pouvoir le visionner ou le revisionner si vous le souhaitez. Désolé encore pour les quelques petits problèmes techniques au niveau du son et des vidéos. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. On a eu quelques petits problèmes de connexion aujourd'hui. Mais voilà, parfois ça arrive sur ce genre d'événement. Voilà, on essaiera de s'améliorer en tout cas. Merci encore à toutes et à tous de votre présence ce soir. On vous communiquera bientôt un prochain épisode de webinaire. On verra la thématique. Il y a tellement de thématiques à aborder. Donc voilà, on est loin d'avoir tout fait. Donc merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Je vous laisse le dernier mot, Christian et Christiane, si vous souhaitez le dire un mot. Et rendez-vous au Groenland. Merci, à très bientôt au Groenland. Merci, bonne soirée, merci, au revoir.